تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. بلغة القمصان السود والقلاب السادة للأيام. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Le cabinet se réunira jeudi à 10h. Le bureau du Premier ministre a fixé la date aujourd'hui. À l'ordre du jour, pas moins de 140 points à examiner. À Beyrouth et sur la route de Masna, des centaines de personnes rassemblées en soutien aux habitants de Madaya. Après 6 mois de blocus, Damas vient d'autoriser l'accès humanitaire à la ville. Poursuite de l'enquête après les attentats du 13 novembre à Paris, des traces d'explosifs, des ceintures et des empreintes digitales de Salah Abdeslam ont été retrouvées dans un appartement de Bruxelles. On débute ce journal par ces rassemblements de soutien aux habitants de Madaya, à quelques kilomètres de la frontière libanaise. Malgré la pluie et le mauvais temps, des centaines de personnes se sont réunies sur la route de Masna, dans la Bekaa. Un deuxième rassemblement a eu lieu à Amra, à Beyrouth. Les manifestants condamnent le sort réservé aux 40 000 résidents de la ville, privés depuis plusieurs mois de nourriture et d'aide humanitaire. Et la situation catastrophique à Amaya a suscité un tollé international. La ville n'a reçu aucune aide humanitaire depuis plus de 3 mois. Le siège de Madaya a commencé il y a environ 6 mois, au début d'une offensive des forces gouvernementales. L'accès à la ville a été demandé à 6 reprises en 2015 par les agences humanitaires. Hier seulement, le gouvernement syrien a enfin donné son accord pour que l'ONU y fasse entrer l'aide humanitaire. Des témoignages d'enfants affamés qui ont ému le monde entier. À Madaya, plus de 40 000 personnes seraient au bord de la famine. Sous la pression de la communauté internationale, le gouvernement syrien a finalement donné son accord. L'ONU et la Croix-Rouge pourront acheminer une aide humanitaire. Nous venons de recevoir la permission d'acheminer une aide humanitaire à Madaya, mais aussi à Foua et Kefraya, qui sont assiégés dans la province d'Idlib. Ça n'aura certainement pas lieu avant dimanche, car cela prend beaucoup de temps pour acheminer une aide en Syrie. Tout est parti de ces images amateurs diffusées le 3 janvier dernier, où des manifestants implorent la communauté internationale de sauver leurs enfants. Cette ville rebelle, située à 50 km de Damas et proche de la frontière libanaise, est prise en étau depuis 6 mois entre le régime syrien et des milices du Hezbollah. Conséquence de ce siège, les habitants n'ont plus de nourriture. Certains ne se nourrissent que de feuillage. Madaya, Foua, Kefraya, ce ne sont que quelques exemples de ce qu'il se passe ailleurs en Syrie. Il y a presque 500 000 personnes qui vivent dans ces zones assiégées. Aucune aide humanitaire n'a pu être acheminée à Madaya depuis octobre dernier. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 10 personnes seraient mortes de faim. Des centaines d'enfants souffriraient de malnutrition. Le 14 mars, le Hezbollah est un des responsables de cette famine. Dans un communiqué, l'Alliance dénonce un crime de guerre et appelle à ce que des mesures soient prises pour traduire les responsables en justice. La date et l'heure du prochain Conseil des ministres ont été fixées. Le cabinet se réunira jeudi prochain à 10h. Le bureau du chef du gouvernement l'a publié ce matin. À l'ordre du jour, au programme, pas moins de 140 points à examiner. Tamam Salam devrait éviter d'évoquer les sujets qui fâchent pour pouvoir expédier les affaires courantes du pays. Et le Premier ministre appelé à prendre une position claire sur la crise des déchets, une demande formulée par William Wahab. L'ancien ministre souhaite que le chef du gouvernement se prononce sur le dossier des ordures, dossier qui, selon lui, cache, je cite, un scandale encore plus grand que celui de Souklin. Un djihadiste syrien exécute en public sa mère d'une balle dans la tête. Cela a eu lieu à Raqqa, le fief de l'organisation État islamique en Syrie. Cette postière de 40 ans s'y était rendue pour implorer son fils de la suivre. Le jeune homme a aussitôt informé ses supérieurs qui ont arrêté la mère de ce djihadiste de 20 ans. Contre la Corée du Nord, Séoul ressort les haut-parleurs. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. De la pop musique, des bulletins météo, des informations et des critiques du régime nord-coréen, le tout diffusé à plein volume par des haut-parleurs géants. Séoul a repris vendredi sa bruyante campagne de propagande à destination de la Corée du Nord en réaction au dernier essai nucléaire de Pyongyang.
Ces soldats sud-coréens viennent rallumer les puissants haut-parleurs installés à la frontière avec le nord. Les appareils sont remis en marche dans une mise en scène minutieusement travaillée. Objectif, irriter Pyongyang, avec de la musique, des bulletins météo, mais surtout des critiques de Kim Jong-un passées en boucle. La Corée du Nord a violé l'accord du 25 août qui visait à relâcher les tensions militaires et améliorer les liens entre les deux Corées. Le test nucléaire viole cet accord. En cas de situation anormale, l'accord stipule que nous pouvons recourir à notre campagne de propagande et rallumer nos haut-parleurs. Cette guerre psychologique que se livrent les deux Corées remonte au conflit qui les a opposés de 1950 à 1953. Les haut-parleurs avaient été rebranchés provisoirement l'été dernier dans un contexte de vive tension entre les deux pays. Cette guerre psychologique avec une campagne de propagande sonore n'aide pas à résoudre le problème du nucléaire. Cela ne fait qu'aggraver les choses et pourrait aboutir à des conflits armés. Cela doit s'arrêter immédiatement. Je pense que c'est une bonne solution. Nous devons absolument le faire et nous devons même mettre en place des actions plus fortes, nous armer aussi et répondre à leurs provocations lorsque c'est nécessaire. Cette nouvelle campagne de propagande est une réponse au dernier essai nucléaire mené par Pyongyang. Mercredi, la télévision nationale nord-coréenne annonçait le test réussi d'une bombe à hydrogène. Une annonce unanimement condamnée par la communauté internationale. Des traces d'explosifs, des ceintures et des empreintes digitales. Voilà ce que Salah Abdeslam a laissé sur son passage, plus précisément dans un appartement de la commune bruxelloise de Schaerbeek. La police a perquisitionné les lieux le 10 décembre. Salah Abdeslam est toujours introuvable. Les enquêteurs pensent que cet homme a servi de chauffeur aux terroristes des attentats de Paris le 13 novembre dernier. En France, 20 ans après la mort de François Mitterrand, François Hollande s'est rendu ce vendredi matin sur la tombe de l'ancien président français. S'y était souvent rendu en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Mais cette fois, c'est en tant que président qu'il s'y recueille. François Hollande a déposé ce matin une gerbe de fleurs sur la tombe de François Mitterrand, en compagnie de la fille de l'ancien chef de l'État, Mazarine Pinjot. À l'occasion des 20 ans de sa mort, François Hollande visitera la maison natale de son prédécesseur, devenu musée depuis 10 ans, mais rénové depuis peu. François Mitterrand y est né et y a grandi. Élu président, il est souvent revenu dans sa ville natale, à laquelle il se disait très attaché. Tout ce qui est en moi se rattache à Jarnac ou aux différents paysages de Charente. À la fin de son mandat, c'est à Jarnac qu'il a légué ses cadeaux présidentiels, ceux qu'il avait reçus pendant ses 2 septennats. Depuis, la ville vit avec ses souvenirs. L'année qui a suivi son décès, les 2-3 premières années, il y a eu vraiment beaucoup de monde sur Jarnac. Bon, maintenant, il y en a moins, mais il y a toujours une présence régulière. 20 ans après la disparition de François Mitterrand, Jarnac a encore de quoi surprendre. Le musée dévoilera aujourd'hui 67 tableaux offerts par l'ancien président, mais qui n'avaient jamais encore été exposés au public. Direction le Mali, une ressortissante suisse a été enlevée la nuit dernière à Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Elle vivait depuis plusieurs années. Des hommes armés ont fait irruption à son domicile. Cette missionnaire chrétienne avait été capturée une première fois en 2012. Le département fédéral des affaires étrangères a indiqué avoir connaissance de l'enlèvement présumé qui n'a pour l'instant pas été revendiqué. Et nous nous rendons à présent au Venezuela. Le pays est en pleine crise institutionnelle depuis l'arrivée de l'opposition aux commandes du Parlement. De son côté, l'armée a réitéré un soutien inconditionnel au président Nicolás Maduro. Le parti de ce dernier vient de déposer un recours devant le tribunal suprême de justice. Il demande à la Cour de déclarer nulles les décisions de la nouvelle Assemblée. Le lieu est symbolique. La caserne où repose le président défunt Hugo Chavez. Dans un discours retransmis à la télévision, le ministre de la Défense vénézuélien exprime son soutien inconditionnel au président Maduro. Nicolás Maduro est la plus haute autorité de l'État. Il a été élu par le vote populaire et il défend aujourd'hui les intérêts du pays en affrontant tous les obstacles. Un discours dans lequel il fait part de son indignation après le retrait des photos d'Hugo Chavez devant le Parlement. Une initiative menée mercredi par l'opposition et sévèrement condamnée par le président vénézuélien.
Ils veulent effacer la mémoire historique pour que ce peuple ne sache plus d'où il vient et ne sache plus où nous devons aller, avec qui nous devons avancer, mais aussi comment et contre qui. Le Venezuela, en pleine crise institutionnelle, les antichavistes revendiquent la majorité des 2 tiers au Parlement, après avoir investi 3 de leurs députés pourtant suspendus par la justice. Une violation de la Constitution pour les élus socialistes qui ont déposé un recours devant la Cour suprême. Voilà, c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le cabinet se réunira jeudi à 10h. À l'ordre du jour, pas moins de 140 points à examiner. À Beyrouth et sur la route de Masna, des centaines de personnes rassemblées en soutien aux habitants de Madaya. Après 6 mois de blocus, Damas vient d'autoriser l'accès humanitaire à la ville. Et poursuite de l'enquête après les attentats du 13 novembre à Paris, des traces d'explosifs, des ceintures et des empreintes digitales de Salah Abdeslam ont été retrouvées dans un appartement de Bruxelles. Voilà, merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée à toutes et à tous. تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. بلغة القنصال السود وانقلاب السادة بالأيام.